Alexandre Lachasse, on vous invite aujourd'hui pour nous parler de la Terre de Mu. Pas de la Terre de Mu nécessairement, parce qu'on avait un invité tantôt qui a écrit un livre qui va être publié au printemps. Sur la Lémurie même? La Lémurie. Terre de Mu, Lémurie, c'est Oui, la Lémurie, c'est marrant, oui. La Lémurie, comme on l'appelait autrefois, oui. C'est le continent qui était englouti dans l'océan Pacifique avant l'Atlantide, quoi. Quelle différence y a-t-il entre la Terre de Mu et l'Atlantide? Oh, voici, l'une précédait l'autre de 3 fois 21 cent ans. 2160 ans, quoi. Le dernier engloutissement de la Lémurie est arrivé 68 000 ans avant Jésus-Christ. Et l'Atlantide? L'Atlantide est arrivé 42 000 ans. Le dernier, Poséidon, 42 000 ans avant Jésus-Christ. Avant ça, il y avait eu Daïta et Réuta. L'Atlantide, c'est un triple continent qui a sombré à trois mois solaires différents. Un mois solaire de 2100 ans, quoi. Alors, tous les mois solaires, il y a eu une partie de l'Atlantide qui s'est effondrée. À cause de quoi, à tous les 2100 ans, il y a une partie Ah ben, de Terre... 2100 ans, c'est un mois solaire. Si on divise l'année solaire, 25 000 ans par 12, les 12 zodiacs, alors ça nous donne 2160 ans. C'est exactement ça. Comme on multiplie par 70 ans, il faut une journée solaire. Mais pourquoi? Ça c'est calculé par les anciennes éphémérides, ça? Non, je veux dire, pourquoi ça produit des effondrements de Terre? Parce que la Terre elle-même change son axe. Elle dévie de verticalité quand elle est à son zénith, et elle dévie de 21 degrés à chaque fois. Alors, c'est à peu près 970 ans. C'est ce qui provoque des raz-de-marée, des effondrements Exactement, de Terre. tout ça, les secousses sismiques également. Ceux qui parlent du passage d'une comète à cette époque-là. Ben, prenons la dernière comète que l'on a adoptée dans notre système solaire, Ishtar ou Astarté, qui est devenue Vénus, hein, la deuxième planète du système solaire. C'était autrefois une comète. Ceci a été capté quand Sauter ou Sotis était en ligne directe avec le Soleil. Alors, au lieu de poursuivre son chemin à travers l'espace jusqu'aux confins de Pluton, elle aurait été captée et venue se placer entre Mercure et la Terre. Alors, c'est une comète, une errante, une vagabonde, qui est venue se placer dans la famille solaire. Et depuis ce temps-là, on a cette déclivité de 21 degrés. Alors là, le but du cosmos, c'est de redresser pour qu'elle soit verticale au Soleil, afin d'avoir une unique saison à la surface de la Terre, et que toutes les terres descendent à la ceinture équatoriale, et comme ça, on retourne à leur genre, comme on l'appelait autrefois. Un paradis terrestre. Je m'entends pas? Un paradis terrestre. Non, le paradis terrestre, oui, le paradis chaud, tout ça. Sauter, c'est quoi ça? Sauter, c'est Sirius, dans la constellation du Grand Chien, Canis Major. Vous parlez de Sirius? Sirius, en constellation de Sirius, qu'on appelle la constellation du Grand Chien. Tiens. Canis Major, ça a 28 années de lumière du Soleil. Sirius, c'est une étoile double? Oui, elle a trois satellites qui sont le même des soleils. Ouais. Et ils ont aussi des satellites. Alors, c'est tout comme nous avons nos satellites, nos astéroïdes aussi, et nos planètes. Alors, ce système-là va en gradation. On appelle Sauter le Très-Haut, hein, et on appelle le Sol le fils du Très-Haut, le fils de Sirius, hein, le Christ, quoi. Hein. Alors, tout ça, ça va de génération en génération. Hein. Pourquoi est-ce que Sauter est si important par rapport au système solaire, s'il est si loin de la Terre, si loin du système solaire? Parce qu'il est la source de toute la vie autour de ce système. Il y a plusieurs systèmes solaires dans notre constellation, dans notre Voie lactée. Alors, on prend celui-là qui est notre famille solaire, quoi. Est-ce que tout gravite autour de Sirius? Autour de Sirius, dans ce secteur de la Voie lactée. Oui. Il y en a infiniment d'autres, hein, mais comme on ne peut pas aller beaucoup plus loin, même avec nos télescopes de Mont-Palomar, on dit que Sirius, c'est plus loin qu'on puisse aller pour bien se retrouver. Alors, la famille solaire part de Sauter, le Sirius, le Très-Haut, ensuite de ça, le fils de Sauter, le Soleil, et avec toute cette constellation de planètes et de satellites qui forment le royaume des cieux, comme on l'appelle. On s'inquiète à la venue de la comète de Halley 1986. Croyez-vous que comme la dernière a laissé une trace en devenant Vénus autour du Soleil, croyez-vous qu'elle va peut-être faire la même chose? Jeter du phosphore. Vénus, jette du phosphore, c'est-à-dire émet du phosphore. Elle va laisser des traces sur la Terre pendant à peu près 40 heures. Hein. Elle va passer, ça va prendre 40 heures pour qu'elle passe à proximité de la Terre. Il y aura plus de phosphore donc dans notre atmosphère? Oh, définitivement, oui. Là, on va voir plus de nitre aussi. Nitre et phosphore, c'est précieux.
Dans le moment, on a l'oxygène et du nitrogène au centre de la Terre seulement. En tout cas, là, on aura du phosphore. Vous qui êtes radiochimiste, croyez-vous que ça va être bénéfique pour Définitivement, la santé des oui. humains? Oh oui, ça va être très bénéfique, sur tous les plans. Le plan physique et aussi bien que sur le plan intellectuel et spirituel. On sait que lorsqu'on nourrit bien, mais trop, les animaux, où on commence à ramener de la nourriture à des gens qui souffraient de famine, un trop grand apport de nourriture crée un déséquilibre en eux et peut les rendre malades. Croyez-vous que même si c'est pour être bon, théoriquement, il y a des humains qui vont périr à cause de cet apport de phosphore? Sur l'alimentation, oui. Voyez-vous, toute une vie organique peut assimiler et métaboliser une certaine quantité de nourriture dont elle a besoin. Mais si elle ne dépasse ça, naturellement, le système ne peut plus la supporter. Alors, la forme disparaît. On devient avec l'entité intérieure. Alors, trop d'énergie à la surface de la Terre, ce serait détrimentaire définitivement. C'est arrivé quelquefois dans le passé, mais oui, c'est arrivé quelquefois. Les Upanishads nous en parlent. Alors, croyez-vous que de Sirius est venu ce que d'autres appellent des extraterrestres? Oui, de Sirius, c'est bien ailleurs aussi. Bien ailleurs aussi. Les extraterrestres, on a dit tellement de choses disparates à ce sujet-là. Il y a les extraterrestres aussi. Hein? Oui, parce que vous nous avez parlé qu'il y a du nitre à l'intérieur de la Terre. Oui, du nitrogène. Oui, l'atmosphère nitrogène. Y a-t-il des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre? Ils sont capables de respirer du nitre ou du nitrogène. Oui, quand une personne souffre d'insuffisance d'énergie atmosphérique, on lui donne des pilules de nitroglycérine, n'est-ce pas? Pour qu'il fasse des implosions dans son système. Alors l'alchimie fait ça, mais elle prend une autre méthode. Mais l'essentiel est de donner du nitre avec la graisse carbonisante. Nitroglycérine, cette pilule-là qu'on donne aux gens qui souffrent d'anémie. Mais donc, s'il y a des êtres à l'intérieur de la Terre, des intraterrestres, oui. Croyez-vous qu'à l'occasion, ils peuvent venir ici en surface de la Terre? Nous sommes venus à plusieurs reprises. Et même nous, il y a eu des pionniers qui sont allés à l'intérieur, dans la Gartha, dans le Paradisha, tu sais, dont on a tellement parlé. Ah. Et vous, Alexandre Lachance, la question numéro 1, l'avez-vous déjà rencontré de ces êtres? Oui, j'ai mentionné ça une fois chez vous, n'est-ce pas? Puis ça fait sensation. Ça fait sensation. J'ai dit qu'il passait à travers le mur, je le reconnaissais tout simplement. Ouais. Et on trouvait ça étrange. C'est pareil comme un sur lumière qui passe à travers un verre dépoli. Hein. C'est absolument opaque, n'est-ce pas? Mais s'il s'approche, puis s'il s'intensifie, on peut décerner sa forme et entretenir une conversation qu'on appellera normalement télépathique. Mais ce n'est pas télépathique, pas plus un son bien atténué n'est pas télépathique, mais pas exactement auditif. Certains pourraient l'entendre, d'autres diraient je sens un bruissement, comme une personne qui pense avec vigueur dans ma direction. On peut sentir ça, n'est-ce pas? Quand il communique avec vous, est-ce qu'il vous apporte des informations très pratiques sur le plan concret matériel? Dans mon travail de recherche, oui, c'est ça que je cherchais. Puis quand je tombais dans cet état de méditation, si vous voulez l'appeler comme ça, c'était atteindre le centre, les réponses qu'on me donnait, ou les précisions qu'on me projetait, avaient trait précisément à mon travail. Est-ce que vous les avez informés de ce qui vous arrive depuis que vous êtes connu, vous êtes devenu vedette ésotérique au Québec? Mais est-ce qu'ils vous grondent pas un peu de tomber dans le... Il nous recommande sur le show business, là, mais... ne pas être téméraire dans les révélations. Par exemple, chez vous, une fois, j'étais audacieux, n'est-ce pas? Alors, pendant quelques temps, on a eu des remontrances. Hein? Vous avez des remontrances de leur part, hein? Oh oui, non, c'était osé, c'était téméraire, c'était... Oui, ouais. Croyez-vous que... Je vous pose une question que peut-être Alexandre Lachance va nous quitter en ayant gardé des secrets qui auraient pu permettre à des gens qui méritaient de savoir sans qu'on puisse avoir accès. Ou aviez-vous non, je révélerai tout en temps de Dieu, au moment opportun, et avec prudence, naturellement. Ça sera donné à bon temps rompu, si vous voulez, mais on pourra redresser toute la situation dans très peu de temps. Oui, il y aura des clés, j'ai laissé des clés. Même chez vous, j'en ai donné une couple de clés qui ont fait sensation.
Alors, je pense que les gens disent, on commence à voir clair dans cette chose-là. L'idée n'est pas de faire sensation, vous savez. L'idée est d'éclairer la personne qui fait un pas en avant, qui sait que le pas suivant, ça va être dans cette direction-là, parce que vous avez déjà passé par là. Il y a un cheminement à faire, il ne faut pas dévier de ce cheminement-là. Si l'on dévie, on se perd en conjecture, puis on bafouille autrement. Alors, il y a un cheminement à faire, on n'a pas ça, là. Le magistère, n'est-ce pas? Alors, il est identique pour tous ceux qui font, que ce soit dans les temps préhistoriques ou bien dans les temps modernes. Le cheminement est toujours le même. Il s'agit d'avoir accès à ce mode de matière, à cet état de matière avec lequel on n'est pas suffisamment familier pour le manipuler pareil comme on manipule toutes les autres formes de matière. Vous savez qu'il existe des êtres humains, en forme humaine, qui vivent dans un plan parallèle qui est invisible à nos yeux, mais qui se permettent à l'occasion de nous contacter, de rentrer en contact avec des gens qui font des démarches précises et qui, depuis que la télévision permet de diffuser de l'ésotérisme, arrivent en relation. Et vous savez, ce sont des êtres qui ont traversé le temps. Monsieur, l'expression que vous avez baptisée, codifiée même, l'ésotérisme expérimental. Bon. C'est votre cru, n'est-ce pas? C'est vous qui avez codifié ce terme-là. On emploie cette expression-là. Ah ben, j'ai dit, on se soucie de lui. C'est la deuxième conférence que j'avais donnée chez vous, n'est-ce pas, au sujet de l'ésotérisme expérimental. Alors, on a passé quelques remarques, là. On dit de ne pas être trop téméraire, parce qu'une demi-dizaine, c'est aventurer de mettre la main à la pâte sans avoir bien maîtrisé toute la procédure. Quelles seraient les conditions pour qu'une personne honnête arrive à rencontrer ces êtres-là? Ben, ils sont toujours disponibles, mais seulement. C'est comme je vous le disais tout à l'heure au sujet d'un verre dépoli qui semble être opaque, mais il ne l'est pas. Dans des conditions favorables, si vous intensifiez votre champ vibratoire, votre mode vibratoire, vous voyez à travers un verre dépoli, c'est bien qu'à travers un verre diaphane. Hein? Donc, ça dépend. Donc, ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de nous. De nous, oui. L'opacité de notre entité cellulaire. Alors, notre travail d'alchimie a pour fin de nous rendre plus diaphanes, hein? À cette heure de lumière. Alors, dès que la lumière peut pénétrer en nous, on le voit, il se révèle à nous. Vous êtes d'une disponibilité extravagante, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de grands bonhommes qui se disent des maîtres qu'on ne peut même pas rejoindre physiquement, et quand on le fait, c'est qu'avec des géniflexions, puis des maîtres, et puis des baisers, la bague, et puis tout le reste. C'est un devoir de faire ce que je fais, de me plier à toutes ces demandes, enfin, parce que je ne dirais pas que je veux me mettre en vedette, au contraire, même des fois je me sauve, si je me suis éloigné de la ville, c'est pour éviter des Avez-vous déjà été menacé? Oui. Ah oui, mais je peux me soustraire de tout ça facilement. On est une bonne bande de vous protéger, là. Oh, oui. Ah, non, pas menacer, mais admonester, comme je disais, c'est le terme qu'on a employé. Justement, au sujet de cette conférence-ci, spectaculaire qu'on va donner chez vous au Cégep de Maisonneuve, nous, quand on a eu cette implosion, souvenez-vous ça? On s'est approché de la Tamar, puis... Alors, oui, on m'a averti d'être prudent, parce que on manipule une énergie dynamique. Hein? Alors, si on met trop de magnétisme autour d'un aimant, le résultat, c'est une catastrophe. Hein? Dernièrement, je recevais Bernard Grade, que vous connaissez, qui nous a parlé de Villeneuve. J'ai reçu Andrew McCloskey, que vous connaissez, qui nous a parlé de Tesla. Nicolas Tesla, oui. Bon. Et puis un autre qui nous a parlé de Pagès. Vous savez, ce sont tous des bonhommes de pointe qui ont percé des réalités et qui ont peut-être pas eu la prudence que vous avez, qui ont peut-être trop montré leur capacité. Prenez le cas de Tesla, n'est-ce pas? Hein? Il est mort péniblement, hein? Dans les oubliettes de New York, quelque chose comme ça. Cependant, son intention était de donner l'électron, l'électricité à la race tout entière. Alors, on a voulu monopoliser ça. Et il a fini par combien d'autres. Est-ce que vous, Alexandre Lachance, vous avez mis au point, bon, c'est bien un problème si vous me répondez de toute façon, avez-vous mis au point quelque chose qui un jour fera le bénéfice au moins du peuple québécois, pour pas dire de toute l'humanité? Bien voici,
J'ai mentionné à plusieurs reprises que mon intention n'était pas d'inonder le marché de métal précieux. Hein. C'était plutôt de faire une thériaque, une thérapeutique qui sera disponible dans des occasions spéciales, telles que purifier ou purifier toute l'entité humaine qui sera souillée dans les cas de cancer et des intoxications comme ça. Alors ça, c'est tout ce que je souhaiterais léguer à la matière médicale, au monde médical. La possibilité de faire une thériaque qui, étant absorbée, est pure. Vous avez employé l'expression décarbonisera tout le système, n'est-ce pas? Hein? Alors cette thériaque-là, ça sera précieux. C'est tout ce que j'ai l'intention de donner. Je n'ai pas l'intention de donner la poudre de production à l'once. Vous êtes allé assez loin dans votre implication au monde de l'ésotérisme ici au Québec pour qu'on puisse parler devant le public d'une expérience que vous avez vécue, sans donner de nom, hein, on va faire attention, auprès d'une personne qui est atteinte d'un cancer. Ah oui, une coupe, oui. Et vous alliez dans un hôpital. Oui. Un bonjour, on a su comment vous traitiez la personne du cancer. On vous a fait savoir que la sortie était là-bas. Oui. Alors j'étais audacieux, j'ai demandé de me laisser à mon affaire puis contribuer à leur injection là aussi. Oui, à 2 reprises comme ça, on m'a ostracisé et évincé tout simplement. Alors, par la suite, j'étais obligé de faire sortir les gens de l'hôpital pour qu'ils viennent soit chez moi ou que j'aille chez eux plutôt que de les voir à l'hôpital. Parce que la matière médicale est très sévère à ce sujet-là. Elle a la monopolie de la thérapie et elle tient à la garder. Parce que vos traitements est en train de la guérir. Oui, c'est quand vous l'avez abandonnée qu'elle est décédée. J'ai l'impression que c'est un peu exagéré, pourtant non. Que avec l'élixir solaire, le cancer peut fondre comme de la glace dans l'eau chaude. Parce que ça n'a pas d'existence réelle. C'est une coagulation de matière cellulaire dont le mode vibrateur a été ralenti. Je l'ai comparé à des croissances telles que à des verrues, par exemple. Alors, une verrue, c'est du moins un cancer cutané, on pourrait dire, qui s'extériorise au lieu de rester à l'intérieur. Et j'oserais même dire que le cancer, faute de meilleur terme, est un moyen de défense que la nature emploie pour emprisonner une matière toxine qui autrement se libérerait dans tout le système. Alors, elle reste quelque part dans un organe, le foie, le pancréas, ou tout ça. Et elle ne fait pas tort tant qu'elle est tenue comme ça. Et si ce n'était pas de cette croissance, cette toxicité ça repartirait à travers tout le sang. Mais cette croissance devient le fameux cancer qui envahit tout l'être. Qui envahit tout l'être, oui. Il faudrait donc il se nourrit comme une gale. Hein? Une gale, c'est pour empêcher des infections de l'atmosphère, n'est-ce pas? Mais il y a de la vie dans ça aussi bien. Mais c'est nécessaire que ça existe. Dès qu'il y a une ouverture pour possibilité d'infection, la gale va se faire. Et une verrue, c'est la même chose. Un cas de dégoût, une circonstance désagréable pour se faire du mauvais sang. Hein? Alors, du mauvais sang, il va falloir que ça s'extériorise. Vous aurez des verrues ici et là. Hein? Alors, ce mauvais sang s'extériorise. N'êtes-vous pas révolté devant l'establishment social, scientifique, qui se protège, prétendant vouloir le bien de la société, alors qu'elle pense surtout à son propre bien et à rester en place? Oui, la dernière opinion que je fais, c'est exactement ça. Moi, je vous disais, c'est maintenir sa monopolie. Son intérêt est égocentrique, il n'y a pas d'erreur. Parce que la médecine n'est pas foncièrement altruistique. Non. Très égoïstique. C'est une belle industrie. Une belle industrie. Un commerce. Ben oui. Ben oui. Bon. Alors, je suis protégé, j'espère. Il n'y a pas d'erreur, vous savez. Ils le savent bien. Oui, vous savez, vous êtes bien aimé ici au Québec, parce que vous avez su donner beaucoup. Ben, c'est un privilège, c'est un devoir aussi. C'est un devoir. Ouais. Alors, si on ne me permettait pas de dire ce que je dois dire, je serais bien malheureux. Pouvez-vous tout dire
Presque tout. Ce que vous ne dites pas, c'est parce que vous Je faites une autocensure. Je vais soupçonner. Faites-vous vous-même une autocensure où il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire parce que ça vient une interdiction Par de délicatesse, je n'ose pas le dire, hein, parce que ça sera mal interprété. Par exemple, je parle de cette énergie subtile qu'il faut de meilleurs termes, on appelle l'élan vital. Bon. Alors, si on sait interpréter ce terme-là, comme je l'ai fait dernièrement à l'infocassette, alors on voit de quoi il s'agit tout de suite. Hein. On dit que c'est la sève de l'arbre de vie. Alors, sur ce terrain-là... l'énergie sexuelle. Ben oui, oui, attends. Appelons-la par son nom. Ben oui, pourquoi pas. Ouais. Oui. Alors, je l'appelle l'énergie vitale, la sève de vie, puis qu'on doit sublimer pour avoir une fruition, pour rien. Oui. Pas l'oublier, notre Non, problème. non. Alors oui, alors dans ce domaine-là, il faut être très délicat, n'est-ce pas? Il faut baisser les oreilles sensibles, c'est tout. Ouais. Ben, on parle de tantrisme et tout ça, hein? Bon, alors on bafouille aussi, et on a ravalé toutes les techniques aussi. Mais en réalité, c'est quelque chose de sublime. Il y a quelques millénaires, ça existait sur un plan très élevé, ça. Hein? Ouais. Ben, revenons-en aux quelques milliers. À la base de toutes les religions, vraiment ésotériques, il y avait toujours ce désir de sublimer, d'élever, d'ennoblir l'énergie humaine, hein, afin qu'elle serve à l'homme pour se dépasser. Non pas que c'est simplement un hominien, un bipède pensant. Quand on parle de l'énergie vitale, la sexualité, l'organe, l'orgasme, tout Oui. ça est relié. Mais oui, prenez notre bon américain, oui, américain, il a parlé d'organe. Mais en réalité, il savait bien que l'organe est distribué à travers toute la surface de la Terre. Puis, ça fait partie de l'homme universel, le principe animique de l'univers. Alors, l'organe, comme il le dit dans son deuxième volume, puis surtout dans son autobiographie, écoute, petit homme, hein, écoute, petit homme, vous entendez celui-là? Non? Non. Alors, on dit que c'est ça l'élan vital. Et, comme l'un disait, c'est quand il s'empare de nous, c'est Dieu qui circule en nous avec plus de vigueur qu'en toute autre circonstance. Alors, approchons-nous-en avec révérence. Hein? Alors, si on fait ça, on a remonté notre attitude vis-à-vis du grand mystère, complètement. On l'a ennobli. On s'est ennobli également. Ouais. Quand vous nous parlez d'il y a quelques millénaires, si on revenait au thème de notre rencontre aujourd'hui, l'Atlantide, Oui. que reste-t-il de l'Atlantide? Des documents précieux qui ont passé par le biais de l'Amérique centrale, hein, et qui sont allés en Égypte aussi, au temps de la Haute-Égypte. Alors, tous ces documents égyptiens sont précieux. On y a accès maintenant depuis Champollion, qui nous a traduit la tablette Rosetta, là, et son fameux dictionnaire de hiéroglyphes. On peut traduire non seulement des bribes, mais un tas de choses qui ont trait à ça. La religion primitive, la religion de la période adamique, quoi. Hein? Quelle était cette forme de religion? C'est d'art de vie? l'inspiration, la tradition, et ça venait des Vénusiens, ceux qui ont conditionné la Terre. Parce que l'homme, ben, Dieu de le répéter ad nauseam maintenant, ne vient pas d'ici, n'est pas autochtone, n'est pas originaire de la Terre. Alors, les prédécesseurs de l'homme, c'était des Vénusiens. Alors, ils ont amené avec eux une certaine connaissance qui s'est polluée par la suite. Mais elle existe, cette connaissance-là. Et les documents égyptiens, syrio-chaldéens, sont disponibles maintenant. Quand vous parlez de Vénusiens, est-ce que vous voulez parler de la planète Vénus, symbole de l'amour? Oui, oui. Symbole d'amour, oui. On revient toujours à parler de sexualité. Oui. Mais on dira scientifiquement que la planète Vénus est bien trop chaude, plus près du Soleil, c'est impossible qu'il y ait de la vie là. Oh, oui, mais il ne faut pas la regarder à travers le microscope seulement. Il y a une autre méthode de l'approcher. Ou le télescope. Ah oui, ou télescope, oui, justement. Mais Vénus est un plan de conscience. Les planètes sont des plans de conscience, sont des grands êtres. Hein? Ce ne sont pas rien que des masses de matière qui nous émettent leur énergie respective à mesure qu'elles vivent autour de nous. Ce sont des plans de conscience qui nous font évoluer. Alors, les planètes sont des êtres, des grands êtres. Autrefois, on leur donnait des régents, hein? Michael, Raphaël, tout ça, c'était les régents de ces planètes-là. Hein? Alors, ce sont des êtres. Il y a même
comparaison qu'on pourra faire entre des petits animalcules qui résideraient sur des pachydermes, des choses comme ça. Alors, il y a une similitude entre les deux, sauf pour les relations spatio-temporelles. Hein. Nous autres, comme ça, sur la Terre, on serait les petits animalcules là, sur le pachyderme. Sur le pachyderme, c'est la Terre, oui. Alors, mais la Terre est un être vivant. Oh, oui, certainement. Vivant, elle a un métabolisme, elle a un mouvement, une digestion, une circulation, puis elle a un cheminement. Alors, ça, on va quelque part. On se dirige vers le soleil Hercule, puis on y va, bon train, et elle nous amène vers ce but vers lequel nous tendons, c'est-à-dire la lumière originale. Ouais. Alexandre Lachance, on est en 1984. Quel serait votre désir le plus intense? Qu'est-ce que vous désirez le plus, là? Je voudrais être dans une situation dans laquelle je me trouve présentement, avoir des gens soucieux de ces valeurs-là et à qui je pourrais donner quelques bribes de connaissances. Ça serait mon désir incessant. Parce que depuis bientôt 60 ans que je dirais pas trop dans ce domaine-là. Alors j'ai accumulé bien des choses. Alors il est temps de déverser ma corne d'abondance, permettez-le. Vous jouez du violon, vous faites de la peinture à l'huile, mais qu'est-ce que c'est que vous faisiez dans votre vie pour gagner votre Je temps? devais enseigner. J'enseignais. Professeur. Oui, j'ai été traducteur pendant plusieurs années pour l'armée. J'étais correspondant de guerre, je n'étais pas combattant. Alors j'étais traducteur, je travaillais pour le général Vanier, le gouverneur général. Au bureau de publication bilingue à Ottawa, je traduisais des traités. Ouais. Manuel de loi militaire, un tas de choses comme ça. Et plus tard, avant ça d'ailleurs, j'ai enseigné. J'ai enseigné l'humanité, j'ai enseigné le grec et le latin et un petit peu de maths, un peu de mathématiques. Et surtout la psychologie, à travers des périodes de déogracias, comme on dit ça, périodes de repos. J'ai introduit mon petit sérum. Vous connaissez les clés de l'ésotérisme, qui se trouvent être l'alchimie, Oui. la kabbale, la magie, Oui. l'astrologie. Alors, pourquoi vous avez opté plutôt pour l'alchimie que pour Les trois l'ésotérisme? sont inséparables, l'astrologie vous donne le langage de l'alchimie, hein. Et la kabbale, c'est la manière de décomposer d'une manière gématriaque, peut-être qu'on dirait grade, les mots qui autrement ne voudraient rien dire. Alors, la langue hébraïque, ces 22 livres, elles sont précieuses. Alors, il faut connaître la kabbale pour cheminer à travers tout ça. Ce sont des hiéroglyphes, des écritures saintes, ça veut dire des écritures énigmatiques. Hein. Alors, quand on connaît notre aleph beth gumel, on connaît notre alpha bêta gamma, hein. Alors ça suit ça. Alors l'une a précédé l'autre. Le grec, qui est le langage de l'alchimie, avait l'hébreu, le langage de la kabbale. Hein, c'est tous les mêmes livres. Maintenant, on a le français. Voyez-vous qu'ici au Québec, francophone, il va se passer des choses dans le domaine... Il s'en passe précisément, le Québec est en gestation dans le moment. Il va accoucher de quelque chose qui va être étonnant. Ça va être une réalisation de sa mission à travers le Nouveau Monde. Le Québec fait partie du Nouveau Monde. Et c'est l'entrée du Nouveau Monde, la porte d'entrée du Nouveau Monde. Et les nouveaux cieux vont se révéler par le Québec. Ça, c'est entendu. Vous savez que dans les textes, les nouveaux cieux, c'est le retour du Messie, c'est la descente de la Jérusalem céleste. Justement, oui. Mais le Messie, ce ne sera pas un individu. Non, ce sera un état d'esprit global qui va envelopper toute la planète et qui va élever les niveaux de compréhension, les niveaux de réalisation de l'homme comme être théocentrique. Et j'emploie le terme de ça, comme vous pouvez le voir, parce que depuis quelque temps, je fais une traduction d'un système de la table ronde de l'enseignement théologique, hein, de l'université mondiale. Alors, dans quelques années, vers la fin du siècle, on aura l'évangile du 21e siècle, hein, alors qui révélera tous les mystères qui ont été cachés depuis le tout début de l'ère des poissons. Hein. Alors, Québec sera la porte d'entrée de ce nouveau monde, définitivement. Le mystère de la survie de l'être. Oui, ben... C'est pas après 70 ans, 90 ans qu'on finit notre existence. Non, on n'a pas encore commencé même. Ça promet. Non. D'abord, on sait bien que dans la cellule, il n'y a pas de principe de mort. Hein? La mort n'existe pas. Il y a des métamorphoses, des mutations, des transmutations, mais il n'y a pas de principe de mort. Hein? Il y a l'asphyxie, par contre. L'asphyxie?
Ben, c'est simplement la cessation de la capacité de respirer, mais la vie ne cesse pas parce qu'on ne dilate pas nos poumons. La vie apparaît par le souffle. Oui, mais seulement si vous cessez de souffler, de respirer, vous demeurez tout de même dans l'ambiance, quand bien même que vous n'en faites pas une scaphandre quelconque. Mais la vie est imperceptible, sauf par ses effets. Mais la vie est toujours. Et comme l'homme est un être trinitaire, corps, âme, esprit, à l'image de son créateur, alors le corps lui aussi est immortel en potentialité, aussi bien que l'âme, que le principe animé qui l'anime. Alors, s'il anime le corps, il peut le faire incessamment. Que l'ego, l'esprit, intègre le corps ou non, la vie est. Et l'ego, celui qui est participant de ces trois aspects-là, l'être-té, il y est toujours en permanence. Et son devoir, son destin, c'est de homologuer les trois et de les identifier afin qu'ils soient complets. Un homme complet, c'est un homme trinitaire. Trinitaire. Il existe sur les trois plans. Alors, ça, c'est le destin de tout homme. Et l'évangile du 21e siècle, c'est ça, que la mort, c'est une fausseté. Il n'y a pas de mort. Où est-ce qu'on va vous retrouver après votre passage ici sur Terre? Après Toujours notre au même passage endroit, ici sur toujours Terre. au même endroit, toujours sur Terre. Mais seulement, je ne serai plus diffusé. Je ne serai plus diffusé. Je veux dire que je ne serai pas localisé à un point spécifique de temps et de l'espace. Ah oui, l'ego est permanent, il n'y a pas de... Vous ne laissez pas un gestuel ou un rituel, ceci est mon corps, ceci est mon sang? Non, non. Cette parole-là, ce gestuel-là de Jésus, du maître de Nazareth, voulait dire simplement que quand on lui reprochait de parler énigmatiquement, à moins que vous mangeriez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Hein? Il dit enfin, la chair ne profite en rien, c'est l'esprit qui vivifie. Il dit, n'est-ce pas, moi, ma nourriture, mon breuvage, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce dont je m'alimente, c'est d'être en accord avec les lois de la vie. Hein? Normalement, c'est ça qui veut dire en somme. À quoi s'alimente la vie éternelle? Votre corps physique, on sait qu'il s'alimente d'une conscience d'atemporalité. Hein? Le temps, c'est une chose illusoire, tout comme l'espace. Hein? On peut rétrécir l'espace avec des dispositifs, télescopes, microscopes, etc. Et le temps également, on peut dépasser le temps, qui ne sont rien que des accidents de la matière, des accidents qui ne sont pas inhérents à la matière, mais qui sont nécessités par l'insuffisance de notre appareil sensoriel. Alors, ces deux accidents de la matière, le temps et l'espace, et tout ce qui s'y rapporte, ça disparaît dès que l'on a transcendé la conscience matérielle, proprement dite. Et l'enseignement kabbalistique, ou sinon l'enseignement alchimique, vise à nous faire transcender ces limitations de la matière et de nos sens matériels. Et quand on a atteint ça, on dit que l'illumination, c'est la réalisation du choix véritable, qui n'est pas sujet ni au temps ni à l'espace. Voulez-vous qu'on joue à rétrécir le temps? Rétrécir le temps, certainement, mais oui. Bon, écoutez. Ça sera bien le fun. Attends, tenez-vous bien. Vous êtes bien assis, là? Oui, oui. Bon. Mon père, qui a été le premier qui m'a initié dans le domaine des connaissances et des techniques ésotériques, qui venait de faire le tour du monde, il nous a laissé, mon frère et à moi, un message qu'on a fait entendre à la parenté le jour où on est allé à une cérémonie religieuse à l'église. Oui. On va jouer à rétrécir le temps. Alexandre Lachance, vous parlez présentement à des gens qui vous ont aimé, alors que votre corps n'est plus vivant. Rétrécissant le temps, transmettez un message à ceux qui vous voient dans une église et qui vous savent toujours vivant. Voici, vous savez que par des moyens artificiels, on peut transcender la disparition de l'agent qui a créé ce phénomène. Exemple, la télévision et tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Alors, si ça, c'est possible sur le plan matériel, plan artificiel, plan mécanique, c'est parce que c'est possible, c'est la loi sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Alors, ce phénomène-là, qui n'est pas un phénomène, c'est du noumen, véritablement. Non seulement c'est possible, mais tout le monde devra pouvoir
répéter ce jour-là dans des conditions favorables. Les conditions favorables, c'est l'affinité de nature. Hein? Bon. Et là, quand cette affinité est établie, puis des parents, par exemple, hein, des gens que l'on aime, alors l'atmosphère existe déjà qui est propice à cette communication transcérébrale. Transcérébrale. Ça, c'est possible. Ça existe à tous les cancers. Et dans des conditions favorables, tout le monde peut le faire. On appelle ça de la magie, hein? N'est-ce pas? Hein? La magie transcendantale. Hein? Il y a la magie cérémoniale, hein? Mais c'est imaginer une situation idéale pour qu'elle se réalise dans notre ambiance, dans notre niveau. Ça se fait toujours. La magie, c'est quand l'âme agit, n'est-ce pas, comme disait mon Seigneur, hein? Bon. Alors, l'âme, c'est le principe animique, animateur, hein, qui met de la vie dans tout, même dans l'ambiance, même dans le vide absolu, ce qu'on appelle, parce que ça n'existe pas dans la nature. Alors, l'animation, c'est l'âme du monde, elle est omnilatente, partout présente, on n'a qu'à s'en emparer. Et s'en prévaloir. Alors, ce que vous avez réalisé, ce n'est pas un tour de force. Vous étiez en accord avec cette loi qui régit ce phénomène. Et je répète, ce nous-mêmes, cette réalité qui dépasse le phénoménal. Est-ce qu'on se retrouve tous vraiment après? Si on veut, oui. C'est selon notre volonté? Oui, notre désir, notre volonté. Vous connaissez les lois de la télépsychie, hein? Pas exactement télépathie, mais télépsychie, communication à distance. Alors, et identification à distance, ça c'est possible. Ça c'est possible. Sur le plan supérieur, c'est comme ça que les communications se font. Non seulement sur la Terre, mais dans tout le système planétaire. Les communications se font de cette façon-là, par télépsychie. Communication à distance, quand la distance a été tellement rétrécie, puis on joue avec, pareil comme on peut jouer avec le temps avec des dispositifs quelconques. Mais à tout savoir ce que vous savez, vous devez vous ennuyer sur la Terre. Non, pas du tout. Non. Tellement d'autres réalisations qu'on peut faire. La vie est belle. Le monde est beau. Ah oui. Ah oui. Oh, je m'ennuie pas du tout. Il est beau. Mais oui, regarde un peu partout. Oh, yo. L'énergie vitale qui passe. Ah, il y a notre rougir d'anticipation. Non, je m'ennuie pas, Marie. Je m'ennuie pas, parce que je ne nuis pas. Comment vous dites? Je m'ennuie parce que je ne nuis pas. Ah, la cabale, la petite cabale. C'est la langue des oiseaux, hein? Non, bon. Ouais. C'est l'écho de nos tout débuts, ça. Puis on a bien commencé, puis on a encore pour longtemps, tu sais. On a encore pour longtemps. Là, comme on dit au tout début, on commence des cours d'alchimie. Vous savez que moi, l'avenir m'effraie, pas tant pour les bombes atomiques et tout le reste, c'est de mal utiliser les grandes clés ésotériques qui deviennent de plus en plus à la portée de tous. Oui. Et quand on pourra agir sur les cerveaux humains, quand on pourra agir par télépathie, quand on pourra agir par téléportation, par invisibilité, visibilité, Justement. il va se produire des orages par entier. Ou par d'autres moyens empiriques aussi. On en revient toujours à l'alchimie, c'est ma grande marotte, hein. Mais il y aura des moyens artificiels, des moyens empiriques, tels que ces élixirs que l'on fabrique depuis plusieurs années. Ça accélérera le processus de compréhension, le métabolisme spirituel. Il y a un métabolisme spirituel aussi bien que physique. Alors tout ça, ça va accélérer. Croyez-vous toujours que le bien va dominer sur le mal? Oh, définitivement, oui. Enfin, le mal, qu'est-ce que c'est? C'est le bien en formation. Le bien qui violente son chemin à travers ses obstacles, les obstacles à sa réalisation, c'est du mal, ça fait mal, hein? Mais tout de même, l'intention originelle, c'est le bien, qui veut s'imposer malgré nous. Alors, il n'y a pas de mal, tout est bien. Ouais. Ouais. Ça dépend de notre optique, de notre sens de rébellion. On se rebelle contre le bien, alors ça fait mal. Tout d'un coup, on dit, ça m'était assez nécessaire, je ne le réalisais pas. Ouais. Je manque d'inspiration. Bon, ben alors. On devait parler de l'Atlantide, vous savez, puis des intraterrestres.
Parce ils existent toujours, ces êtres. Ils ont organisé un gouvernement à l'intérieur de la Terre. Ils observent l'évolution de l'humanité. Ils agissent ils viennent nous travailler dans les orteils. Ils nous attirent dans des pièges. Ils nous attirent dans des lieux. Ils provoquent des rencontres, comme d'autres, comme aujourd'hui. Ils font beaucoup de choses. On a l'impression, lorsqu'on les connaît bien, quand on les rencontre souvent, qu'on est un peu leur marionnette. Et ils nous traitent un peu, d'ailleurs, de cette façon-là. Ces êtres-là sont... On est téléguidés, il n'y a pas d'erreur, hein? Oui. Nous sommes téléguidés, ça j'en suis sûr, hein? Et ceux qui le savent ne s'y prêtent bénévolement. Et ils sont bien dirigés. Et les influences nocives, d'accord. Mais la plupart sont bienveillantes. Le bien prédomine sur le mal, il n'y a pas d'erreur. Hein? Parce que dans les textes sacrés, d'autres vont vous dire, et ils ont été précipités dans les entrailles de la terre. Mais toujours les méchants qui sont à l'intérieur de la terre. Oui, les méchants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint l'état de bienveillance ou de bienfaisance. Mais les méchants, c'est pareil comme le mal. Ils sont en formation, en période d'expérimentation. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la surface de la Terre prochainement. Le centre de la Terre, le niveau central, ou l'Agartha, c'est la première période de gestation. Et graduellement, on va aller vers l'extérieur. Mais les méchants, non. Donc, si on est, nous, en surface de la Terre, on est donc plus évolué que ces êtres qui sont en dedans. Oui, bien oui, on a passé par le creuset. On a atteint l'apogée, le zénith de notre évolution. On ne devrait donc pas chercher à les contacter, être en relation avec eux. On a le droit, parce qu'il y a aussi, on parle de Shambhala, qui est la ville centrale. Hein? C'est un centre spirituel, ça. Alors, on peut pas retourner toute la planète pour pas retourner à l'intérieur. Hein? Mais on doit y aller, plusieurs l'ont fait, Saint-Yves Jules Verne. Combien d'autres, n'est-ce pas? Hein? On a pu épuiser la connaissance au centre de la Terre centrale, si vous voulez. Et surtout, Saint-Yves d'Alved, c'est cette belle pluie comme de l'Échéa, au sujet de l'Agartha. Et Jules Verne également. Woolworth Lytton, par exemple, la race que nous supplantera, il est un titre un peu farfelu. La race à venir. Bon, ça c'est précieux, ça se réalise présentement, ça. Alors, en Californie, vers la fin du siècle, on aura accès à ce centre-là. Par le Mont Shasta? Oui, par le Mont Shasta. Et aussi dans l'Arizona. Dans l'Arizona. Il fait un centre. Dans la province de Québec, on n'a pas de porte comme ça? Il y a des portes, mais ils sont un peu bouchés, oui. Non, je ne crois pas. On en a parlé pas mal. Hein. Il y a quelques-uns qui ont essayé à nous donner des renseignements qui n'étaient pas précis. Mais c'est surtout au Mont Shasta en Californie, où il y a le centre de Body Hill, oui, au Mont Shasta, précisément. Et à Tucson, en Arizona, hein. Et à Phoenix, dans les entours de Phoenix, il y a un centre qui est en train de se bâtir. Hein. Tiens, je peux vous demander une question de but en blanc. Qu'est-ce que vous pensez de la venue du pape ici au Québec? Je ne vous ai pas répété cette citation qui a été faite par une dame curée, Madame Montcuré, que ça faisait plus de sensation que Boy George. Hein? Ouais. À date, je pense qu'ils sont nés dans la course de la popularité. Les posters et puis les petits macarons. Oui, justement. Boy George puis le pape. Il faut toujours les deux pôles, hein, dans ça. Avez-vous l'impression que le pape vient au Québec pour d'autres raisons que strictement faire sa tournée paroissiale ou planétaire? Vous avez sans doute lu beaucoup sur le sujet des apparitions mariales, n'est-ce pas? Il y en a eu dans le Québec il n'y a pas très longtemps. Hein? Et on connaît la vénération particulière que ce pape a pour la Sainte Vierge. Oui, non, oui. Au Gilles de Madeleine, dernièrement, il y a eu quelque chose d'assez, je ne dirais pas étonnant, mais assez sensationnel. Alors, la première écho de ça a été à Rome. On a envoyé plusieurs enquêteurs. Alors, c'est possible que le pape vienne vérifier par lui-même si le phénomène est pas causé par la même situation que celle de Salette ou les autres. La Salette, le Garbanda, tout ça. Hein. Alors, il y a une similitude dans ça, puis les dates coïncident. C'est périodique, ça. Vous qui êtes un grand prêtre de l'énergie vitale, vous remarquez que ce pape revient toujours à des dogmes très stricts quant à l'utilisation de son énergie sexuelle et interdisant la limitation des naissances ou les méthodes anticonceptionnelles. Oui, mais seulement, je pourrais en venir à cette théorie du tantrisme.
l'énergie sexuelle est indispensable. On ne doit pas la refouler, on ne doit pas la corrompre, mais seulement on doit la sublimer, l'ennoblir. Et le pape lui-même est un avocat de l'amour. Hein? Ouais. Ah oui, il n'y a pas d'erreur. Ah ouais. Alors là, on va mettre l'ordre dans tout ça, d'ici à la fin du siècle. Puis on va dire, il a contribué. Ouais. Ça vous donner raison au pape de maintenir ses positions strictes? Oh oui, oui, oh oui, oh oui. Parce que je ne dirais pas qu'il est indispensable, mais il se rend indispensable, normalement, à cause de la propagande qu'il fait et l'apostolat qu'il fait. Ouais. Et ça fait énormément de bien. Il a même réuni les cardinaux, il leur a demandé leur opinion, ils ont tous été d'avis contraire à son avis, à lui. Puis il est revenu à sa décision en disant, bon ben, oui. Ça va quand même être comme j'ai décidé. Oui, oui, parce qu'il est censé être infaillible. On n'a pas failli dans sa mission, hein. Peut-être pas dans sa conception, mais dans sa mission. Alors, comme son prédécesseur disait, si c'est impossible à le faire, on fait mieux de commencer dès maintenant. Ouais. Ah oui, Croyez-vous qu'il soit lui-même ésotériste? Oh, définitivement. Définitivement, je le crois. Oh oui. C'est un homme digne, noble. Il n'y a pas d'erreur. Avez-vous des questions posées à Alexandre Lachance? On parle de l'idéologie sexuelle, de la tranquillité pour l'homme. Mais comment la femme peut-elle... Comment la femme, on parle de l'énergie? De la même façon, au lieu de concentrer son attention localement, elle la concentre totalement sur tout son être. Elle participe avec tout son être, au lieu de organiquement ou orgasmiquement. Mais la femme n'a pas de sperme, puis comment elle peut faire constituer cette énergie? Alors, je ne parlerai pas de physiologie ni de biologie, mais la femme a les mêmes réseaux organiques que l'homme. Les glandes de Cooper, les glandes de Bertholin sont communes à tous les autres. Et elles sécrètent également chez la femme que chez l'homme. Et la libération de cette énergie-là se fait à travers tout le système. Non seulement dans la zone génitale, mais à travers tout le système. Alors, le rituel érotique est aussi bienfaisant, s'il est généralisé pour la femme que pour l'homme. Il n'est pas question de se retenir, il est question de bien se tenir, de bien se tenir et de bien se soutenir. Bien se soutenir, mais ne pas se retenir. Ah oui. Parce que c'est souvent, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas éjaculer et qu'il fallait retenir le sperme en soi. Je me demande est-ce que ça peut... Ben, s'il s'agit d'elle d'avoir un éternuement rénal, hein? Oh. C'est grossier, n'est-ce pas? Mais enfin, vous l'invitez. S'il s'agissait rien que de se libérer d'une irritation, hein? Alors, il n'y a rien là, comme on dit. Hein? C'est pas riche. Hein? Mais s'il s'agit de fusionner deux êtres, unifier deux champs magnétiques de polarité opposée, là, c'est précieux, parce que l'être tout entier y participe et en bénéficie. Mais ce n'est pas sur le plan purement glandulaire ou biologique. Il ne s'agit pas d'émettre vos sécrétions, de vous libérer d'une énergie irritante. Il s'agit de fusionner deux êtres, deux champs magnétiques, deux âmes. Hein. Puis là, ils sont unifiés en permanence. Et quand cette unification-là a eu lieu, cette unicité-là a eu lieu, ces deux-là sont inséparables à jamais. Inséparables. C'est impossible qu'ils puissent aller ailleurs. Impossible. Quand ça s'est arrivé. S'il y a des cas de ce qu'on pourrait appeler d'infidélité, c'est parce que l'unicité n'a jamais été faite. Mais quand cette unicité-là s'est faite sur le plan anémique, ces gens-là sont unifiés pour l'éternité. Il n'y a pas d'erreur. C'est deux âmes ou une seule âme dans deux corps. C'est un peu plus précis. Et pouvez-vous bien... Alors, je n'ai pas sur le plan purement biologique. Alexandre Lachance, comment se fait-il que dans l'Église, on parle de la fidélité, mais on n'explique jamais aux gens des trucs ou des techniques pour que ça soit agréable ou que ça produise des fruits? On dit aimez-vous les uns les autres, mais on ne dit pas comment. Saint Thomas d'Aquin dit, en parlant justement ça, ama et fac bovis. Aime et fais ce que bon te semble. Ah oui, c'est précis ça. Ama et fac bovis.
Ouais. L'identité de Dieu, hein? Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui disait ça, puis Alexandre Lachance lui dit quoi? Ben? Ya. J'aimerais citer la parole du Saint Jean de la Croix, confesseur, oui, qui avait toujours comme patient, comme pénitent, un évêque, qui tous les mois venait se confesser en disant « m'accuse pas, m'accuse pas, mon révérend père, le démon s'empare de moi. Tous les mois, je faillis à mes vœux de chasteté. Le démon, définitivement, s'empare de moi. » Ah, le bon Saint Jean lui dit « Triple saut, voudrais-tu empêcher, priver ton corps du privilège de partager la joie de ton âme quand Dieu circule à travers elle? » C'est précis, ça. Hein? C'est précis. Alors, quand l'érotisme nous élève notre mode vibratoire à un plan transcérébral, alors c'est Dieu, la vie qui circule à travers nous à plus grande intensité. C'est pour ça qu'on le cherche avec tant d'ardeur. Hein? C'est Dieu qui s'empare de nous. Hein? Exactement. Est-ce qu'on dit pas « My God, my God » hein? Oh, oui. Et quand vous nous disiez tantôt qu'il n'y a pas de mal, les films érotiques qui sont maintenant à la portée de tous aux Perrettes et puis au restaurant du coin, ravivent chez l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, des instincts que d'autres appelleront animaux. Oui. Parce qu'on voit des scènes... Plus ou moins farfelues. Oui. Oui, j'aime bien votre expression, plus ou moins farfelu. Oui. Il y a du farfelu par ici, du farfelu par là, oui. Oui. Mais on se rend compte que les gens en abusent dans les premiers temps, puis un bon jour, après en avoir vu 25 vues érotiques, ils reviennent à l'essentiel. Oui, à l'essentiel, justement. Donc, votre opinion là-dessus, c'est que la pornographie peut passer, mais elle va faire un temps. Oh ben oui, c'est pas... Oui. Ça va faire un temps, certainement. D'ailleurs, c'est pas si grave que ça. Bon. D'ailleurs, même ceux qui s'y vouent en s'en dégoûtent très rapidement. Ça, on a constaté ça. Ouais. J'aime citer ceux qui ont beaucoup parlé et médité sur ce grand mystère-là. Je pense encore à un prêtre, Lamartine, hein, qui a écrit un beau traité, puis les Josselin, La chute d'un ange. J'ai peut-être déjà lu ça. À la fin de sa vie, il se confesse à son évêque, lui aussi. Et il lui demande, il dit, tu regrettes tous tes péchés? Il dit, oui, mon révérend père. Je me repens de tout, sauf de l'avoir aimé. Et si devant mon Dieu, cet amour est coupable, je veux qu'éternellement sa vengeance m'accable. Car je ne puis m'arracher du cœur, même aujourd'hui, de ce être si bas qui m'a fait croire en lui. Et dans mes yeux mourants, son image est si belle que je mets l'enfer comme ferait du sans elle. Hein? Ça, c'est beau, hein? Ça, c'est l'attitude que l'on doit développer autour de cette prise de conscience par Dieu. Hein? Avez-vous votre muse, vous, là, aujourd'hui? Ma muse? Oui. Oui, je m'amuse beaucoup. Qui lui lance la perche? Qui lui lance la perche? Il lui tend la perche, c'est ça, hein? Oui. Voici, je veux bien. Ce n'est pas un cas unique pour l'homme. Tout dans l'univers, tout dans le cosmos c'est rien calme. Prenons tout de bas d'échelle, quoi qu'il y en a une cinquantaine de cas qu'on pourrait citer. La chenille, n'est-ce pas, qui rampe au sol de perception sensorielle. Et elle va subir une métamorphose, elle va mourir à son état précédent. Elle va devenir papillon. Mais elle laisse son imago, n'est-ce pas? Elle laisse son cocon, sa coquille. Mais c'est la même entité qu'il y a dans le papillon qui a accès à tout l'espace que la chenille qui mange du pollen. La même entité. Le père Marie-Victorin, le frère Marie-Victorin, il l'a prouvé, ça, il y a quelques années, quelques décennies. Quand il nourrissait des chenilles avec du miel, disons, d'autres avec
une autre substance quelconque, et après leur métamorphose, ces mêmes entités-là laissent nourrir de miel, parce que dans leur incarnation précédente, ils se souvenaient que le miel est meilleur que du sirop d'érable ou bien de malade. Oui, mais là, quelqu'un va vous dire, c'est pas deux incarnations, c'est toujours la même incarnation. On retrouve le corps physique qui se continue vivant tout le temps. Oui, mais le papillon a laissé sa coquille, sa chenille, n'est-ce pas? Ben, on perd nos cheveux aussi, à un moment donné, on coupe nos ongles. Oui, mais vous avez vu le résidu de la chenille. Elle laisse tout un arrière-fait. Tout un arrière-fait. Oui, mais je pense que quand on aborde la réincarnation, on veut laisser entendre quelqu'un qui laisse tout. Dans son corps physique, là, on ne retrouve pas... Oui, mais tout autour de nous, imperceptiblement, on a cette enveloppe éthérique. Ouais. Ça fait partie de notre ego. Ça reste avec nous, ça. Et celle-là, ce corps éthérique-là, a propriété de acquérir de la matière pour bâtir un nouveau corps. Ah. La réincarnation, c'est un fait universel. Tout se réincarne. Goethe a prouvé, l'auteur de Freud, par exemple, a prouvé que les pétales d'une rose de cette année étaient la feuille du rosier dans la saison précédente. Vous avez la même structure anatomique dans la feuille du rosier et dans le pétale de la rose. Pour bien exposer ça. Alors, là, il y a beaucoup d'énigmatiques dans tout ça. Mais c'est la loi universelle. Tout se réincarne de saison en saison et de vie en vie. Vous avez mentionné une fois que... Alors, on a parlé de ça. Je pense qu'on n'a pas le même corps. Vous n'avez pas le même corps que vous aviez autrefois, n'est-ce pas? Vous aviez il y a 5 ou 6 ans. Alors, de respiration en inspiration, vous éjectez ce qui est surplus, ce qui est utilisé, ce qui est brisé, et vous inspirez de nouvelles vies. Voilà. C'est comme ça, à travers toute la matière, toute la nature. C'est merveilleux, difficile à comprendre, mais c'est la grande vérité, c'est le grand mystère. Jacob Böhm, le grand rosicrucien, appelle ça le mystérieux magnum, les grands mystères, la fusion de deux êtres pour les compléter individuellement. Et ce grand rite, ce grand sacrement, cette chose si sacrée, qui est l'union sacrale, c'est ce qui est plus important dans nos vies. Ce qui est plus important. C'est le but de notre existence. Parce que c'est par ce geste-là que l'on atteindra notre destin. Le retour à la maison du Père. Le retour à l'unicité avec le grand tout. On me demandait pourquoi craindre la mort, l'amour, cette grande inévitable. Que ce soit le repos, que ce soit le réveil. Pourquoi de cette aurore ou de ce bon sommeil se faire sans raison un spectre épouvantable? Aucun fantôme n'est effrayant au soleil. Alors de même qu'on accueille un ami véritable, si l'hôte au front pâli prend place à notre table, levons en son honneur la coupe aux jus vermeils. Pour moi, je me confie en la justice immense. Or, ta justice à toi, Seigneur, c'est la clémence. Aussi, par ta bonté céleste rassurée, quand viendra le terme de ma course éphémère, je fermerai les yeux et je m'endormirai sans peur, comme un enfant sur le sein de sa mère. Cet enregistrement a été fait en 1984. Malheureusement, Alexandre Lachance nous a quittés vers 1986.